Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La transmission de l'histoire coloniale. Benjamin Stora. La question coloniale a fait retour dans l'espace culturel français par plusieurs aspects. Le réexamen de la guerre d'Algérie et son cortège de mémoires blessées, des pieds noirs aux harkis et des enfants d'immigrés aux exilés algériens, le dépôt d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à réhabiliter la mission civilisatrice de la France dans les colonies et son adoption le 23 février 2005, la création d'un musée de l'immigration sur le lieu de l'ancien musée des colonies, l'inflation de publications universitaires ou littéraires sur la période coloniale de la France. Est-ce un simple effet de mode, une glissade dans la nostalgie des rêves coloniaux? Ou une volonté de fouiller dans cette histoire particulière pour comprendre notre présent? Ainsi, certains n'hésitent pas à parler d'indigènes de la République, à propos des enfants d'immigrés maghrébins. De l'autre côté de la mer, dans les anciennes colonies, un travail historique se développe avec demande de connaissance ou de reconnaissance par la France des exactions commises. Les jeunes générations qui n'ont pas vécu cette période veulent savoir et situer les responsabilités, y compris celles des élites locales qui ont accepté le régime colonial. En France, de jeunes chercheurs débattent des origines et du fonctionnement de ce système. A-t-il été une matrice du totalitarisme qui s'est développé au XXe siècle? Ou au contraire, n'est-il exagéré d'établir une continuité entre le régime colonial, qui s'est en partie appuyé sur le républicanisme français, et le système d'extermination qui s'est installé en Europe dans les années 30 et 40? Le débat commence. La connaissance de l'histoire coloniale se pose désormais avec acuité dans les lycées, les collèges, à l'université. Des élèves, dont les parents sont issus de populations maghrébines ou africaines, réagissent quelquefois avec virulence à la faible place laissée à cette histoire dans l'enseignement d'aujourd'hui. Ils entretiennent pour certains un lien affectif avec cette histoire, cherchent dans ce passé les traces leur permettant de comprendre le présent de ségrégation qu'ils vivent. Pendant longtemps pourtant, l'empire colonial a occupé l'esprit des écoliers français avec les fameuses taches roses situant les colonies françaises dans les atlas de géographie et les globes terrestres. C'était le temps des récits héroïques de l'épopée coloniale, avec les figures prestigieuses de Lyautey ou de Savorgnan de Brazza, et la foule se pressait à la grande exposition coloniale du Bois de Vincennes en 1931. Les spectateurs se précipitaient dans les salles de cinéma voir sur les écrans Jean Gabin dans la Bandera ou Pépé le Moko. C'était avant les guerres de décolonisation. Après l'indépendance algérienne de 1962, l'histoire de l'Empire semble avoir brusquement disparu des récits scolaires. On pourrait invoquer le nécessaire oubli après la période de guerre, ce besoin de tourner la page, mais aussi le refus d'assumer les exactions commises ou les inégalités du temps colonial. Mais aujourd'hui, cette histoire fait retour, de manière incontestable, dans les manuels scolaires, les sujets au concours, les colloques ou les publications universitaires. De quelle façon ce retour s'opère-t-il? Cette transmission mémorielle est-elle satisfaisante? Début d'une dangereuse guerre des mémoires. En fait, l'adoption, en seconde lecture, après le vote du 23 février 2005, le 30 novembre 2005 par l'Assemblée nationale de la colonisation comme une œuvre positive, ouvre une nouvelle période compliquée et dangereuse entre la France et son histoire coloniale. Au moment de l'indépendance des colonies, dans les années 1970, un consensus fragile s'était en effet établi sur le nécessaire passage de la décolonisation. Après la terrible séquence de la guerre d'Algérie, où la République avait failli être emportée par un putsch militaire en avril 1961, le moment était venu de la réconciliation nationale autour des valeurs humanistes portées par la Révolution française. L'immense rassemblement autour des morts de Charonne en février 1962 exprimait le désir puissant du peuple français pour la fin des guerres coloniales. Les référendums sur la question de l'autodétermination en Algérie, approuvés massivement par le corps électoral en 1961 et 1962, allaient dans le même sens. La droite politique autour du général de Gaulle et les principales formations de gauche avaient réussi à bâtir un consensus sur l'indépendance de l'Algérie. Seuls les partisans actifs de l'Algérie française, et adversaires résolus de la politique du général de Gaulle, se situaient à l'écart de cet espace politique prenant acte de la fin de période coloniale.
Les événements de mai 1968 marginalisaient encore davantage les nostalgiques de l'Empire perdu, car l'entrée en politique des nouvelles générations s'effectuait dans la radicalité, le rejet des formes d'oppression sociale et la solidarité avec les peuples du tiers-monde. La question coloniale semblait alors définitivement réglée, appartenant à un passé désormais complètement révolu. Les scores électoraux des anciens adeptes de l'Algérie française dans les années 1970 étaient d'ailleurs très modestes. Les choses évoluent brutalement au début des années 1980, après l'accès de la gauche au pouvoir. Le président de la République François Mitterrand demande et obtient, par un vote de l'Assemblée nationale en 1982, la réintégration dans leur grade et fonctions des 4 anciens généraux putschistes d'avril 1961, Salan, Jouhaud, Zeller et Schall. La brèche est ouverte, le consensus construit en 1961-1962 se fissure. L'extrême droite se réveille, obtient ses premiers scores importants en 1983 à Dreux. Les enfants de l'immigration maghrébine bousculent la classe politique française en demandant l'égalité des droits, l'entrée citoyenne dans la cité française. Devant les barrages et les refus, ils commencent à s'intéresser de près à l'histoire vécue de leurs parents et remettent en cause le récit colonial embelli. Mais le consensus tient toujours sur la nécessaire fin de la colonisation. L'Assemblée nationale reconnaît en 1999 qu'il y a bien eu une guerre, en Algérie. Des témoins parlent, les archives s'ouvrent, des thèses universitaires sont soutenues. La France entend affronter ce passé, lucidement, courageusement. Ce vote de 2005 brise le consensus des années 1960, tourne le dos à la politique du général de Gaulle, installe officiellement dans l'espace politique classique de la droite les anciens partisans de l'Algérie française. Il donne une légitimité à leur combat ancien et perdu. En valorisant l'œuvre coloniale, il ne reconnaît pas les aspirations des peuples colonisés qui s'étaient exprimés sur les principes du passage aux indépendances politiques. Cette régression est dangereuse, elle choisit de privilégier une mémoire contre une autre. Ce morcellement de la mémoire nationale ouvre sur de nouvelles guerres mémorielles, pouvant conduire au pire débordement. L'histoire et la mémoire de la colonisation dans l'enseignement. Hubert Tison. L'actualité nous interpelle. La mémoire ressurgit ou se rappelle à nous, celle du 8 mai 1945 des massacres de Sétif, celle du 17 octobre 1961, celle de la traite et de l'esclavage, celle des rapatriés d'Algérie, des pieds-noirs, de ceux qui considèrent que la colonisation a été positive. Le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz nous rappelle que Napoléon a rétabli en 1804 l'esclavage dans les colonies, qui avait été aboli par la Convention en 1794. Le législateur s'en mêle. Vote en 2001 de reconnaissance du génocide arménien par la France, de la loi sur la traite et l'esclavage, vote en 2005 de l'article 3 de la loi du 24 février demandant à ce que soit enseigné le rôle positif de la colonisation notamment en Afrique du Nord. Peut-on parler du passé colonial et de l'amnésie de la mémoire ? Passé qui ne passe pas ou qui passe mal, c'est sûr, parce que les mémoires se réveillent ou se font entendre pour réclamer que l'on parle d'elles, que l'on n'occulte plus certains événements séculaires comme la traite ou l'esclavage, certains méfaits ou exactions de la colonisation. D'autres mémoires réclament que l'on traite positivement du rôle de la France dans ses anciennes colonies, que l'on ne néglige pas l'histoire des rapatriés ou des pieds-noirs dans les manuels scolaires, ou que l'on parle du sort tragique des harkis après l'indépendance. Guerre des mémoires ? Mais a-t-on vraiment occulté dans l'enseignement ce passé colonial ? Non, si l'on examine les manuels d'autrefois. Parler d'amnésie ne serait-il pas contradictoire avec un enseignement d'histoire digne de ce nom ? Ici il faut bien s'entendre sur les mots mémoire et histoire. La mémoire, ce sont les traces du passé très précieuses sur un itinéraire, sur un groupe, sur une communauté, sur une histoire, ce dont on se souvient sur tel ou tel événement. La mémoire est la survie d'un groupe humain. Elle est forcément subjective. L'histoire cherche l'objectivité et demande d'évacuer la subjectivité. L'histoire est une reconstruction du passé à partir de sources écrites et orales. Elle utilise la mémoire ou les mémoires en les confrontant, en les recoupant pour bâtir une histoire alors que la mémoire, elle, peut utiliser l'histoire à son profit, la refaire à sa manière. Nous nous situons dans le droit fil de l'historien.
J'essaie de faire de l'histoire dans mes recherches et d'enseigner l'histoire et non la mémoire de tel ou tel groupe. Ceci dit, quel est le rôle de l'historien et du professeur d'histoire? Comment est enseigné le passé colonial de la France? Nous nous attacherons au volet de la colonisation, et moins à la mémoire de l'immigration. Mais nous ne perdons pas de vue les préoccupations légitimes de ce forum. Comment rendre sa dignité et sa reconnaissance dans l'histoire de la nation à une mémoire enfouie, oubliée, perdue dans la périphérie de la République? L'enseignement de l'histoire de la colonisation est un chemin pour répondre en partie à cette interrogation. Étudier l'histoire de l'enseignement de la colonisation met en jeu plusieurs éléments. Les programmes, les manuels divers, ce que le professeur fait des manuels, ce qu'il enseigne motu proprio, ce que les élèves font des manuels, du cours du professeur, ce qu'ils savent par leur famille, par les médias, par leur voyage. Beaucoup de mes élèves kabyles connaissaient l'existence de la Kaïna, la fameuse reine kabyle, mais un d'entre eux qui portait le beau prénom de Djougourta ignorait tout de l'histoire de ce roi. Nous allons essayer de montrer les transformations de cet enseignement de la colonisation depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, sans prétendre épuiser le sujet. Ce serait prétentieux de présenter une histoire précise et exhaustive de l'enseignement de la colonisation. Il faudrait partir à la recherche de cours, de témoignages sur plusieurs générations. Nous nous en tiendrons aux manuels et aux témoignages pour la période la plus récente. Quelle place la colonisation occupe avant 1940, et jusque dans les années 62 à 65, des années 60 aux années 90? Quelle place aujourd'hui dans les manuels? Quelle perspective pour demain? 1. Une place importante avant 1940 et jusque dans les années 62 à 65. La colonisation positive. Il ne faut pas oublier que les colonisations grecques, phéniciennes, romaines avec les cités mères et filles, constituent un horizon de référence pour des empires coloniaux au XIXe et XXe. 3 points peuvent retenir notre attention. D'abord les mots. C'est toujours en termes d'expansion, et d'expansion de la civilisation européenne la seule d'abord, puis la meilleure pour mériter le nom de civilisation, qu'est envisagée la colonisation avec une évolution vers une remise en question de cette valeur après 1945. Nous avons consulté plusieurs manuels d'histoire sur cette longue période. Parmi eux un ouvrage, paru chez Hachette sous le Second Empire pour les élèves de la classe de philosophie, consacre un chapitre sur les colonies européennes. Seulement ce qui élève la France au-dessus des puissances qui la surpassent en richesse, c'est qu'en Asie comme en Amérique, son drapeau est celui de la civilisation. Il parle de la conquête de l'Annam, de l'Inde anglaise, des guerres contre la Chine, de la conquête de l'Algérie. Un manuel réputé de la Troisième République, le manuel Seignobos, Collin, traite dans son ouvrage de troisième de l'expansion européenne et consacre 13 pages à l'empire colonial français. Pendant toute la période 1930 à 1965, on parle moins de colonisation, même si le mot existe, que de constitution d'empires coloniaux, d'expansion européenne, d'expansion des Européens hors d'Europe, d'œuvres coloniales. Le Malais grillé de 1917, Hachette, consacre 2 chapitres copieux aux puissances européennes en Afrique et aux puissances européennes en Asie. Sur 25 chapitres couvrant 1815 à 1920, le Malais Isaac de classe de philosophie, terminale, paru en 1922 en consacre 3 aux puissances européennes en Afrique, en Asie, en Amérique. Après, il est vrai, un long chapitre sur les transformations techniques et économiques où apparaît l'idée de concurrence pour la recherche, de débouchés commerciaux et de sources d'approvisionnement. Pour les classes antérieures, 4e, 3e, seconde, première, sont toujours évoqués le premier empire colonial français, sa perte, mauvaise œuvre d'un mauvais roi, une façon de dénigrer la monarchie qui a perdu ses conquêtes et exalter la République et un peu Louis-Philippe, Napoléon III. Car c'est en termes de conquête qu'est traitée la colonisation, une poursuite de la constitution du territoire des provinces françaises. C'est net pour le primaire avant 1940 et après 1940. Et cette conquête a toujours 2 aspects. Apport de l'ordre et de la paix, construction des routes, des hôpitaux, écoles, au total les bienfaits de la civilisation européenne. Ainsi, on peut lire dans le manuel Lavis de 1933, les indigènes blancs de l'Afrique du Nord, noirs de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale, jaunes de l'Indochine, bénéficient ainsi peu à peu grâce à la France des bienfaits de la civilisation européenne.
le Colin de 1949, notre empire colonial a été mis en valeur par des administrateurs comme Faidherbe, Gallieni, Lyautey. Pacificateurs et organisateurs aidés de médecins, ils savent soigner, construire, instruire, créer la richesse sans dépouiller l'indigène des terres qu'ils possèdent. Ou encore dans le manuel Lavozelle de 1961 cours moyen, partout où a flotté son drapeau, la France a apporté la paix et la civilisation, enseigné sa langue. Si les livres des cours élémentaires retiennent des figures emblématiques, Brazza, Lyautey, même Genet, Attier, soulignent dans le chapitre sur les impérialismes le rôle des individus. Les conquêtes sont vues comme des prolongements de la métropole, plus grand, plus fort, plus haut, dans un mouvement inexorable de l'histoire. Dans le primaire prévaut le récit descriptif de la conquête et des apports de paix et de construction. Le secondaire insiste sur des motivations très diverses de la colonisation et sur les organisations du pouvoir et les structures économiques. Le Genet de terminale de 1945 traite des impérialismes européens en 2 chapitres. De même le Mallet Isaac des années 1945 à 60. Le Morazé édité en 1948, qui traite de la période de 1852 à 1945, parle des impérialismes, mais avec une vision de l'Europe animatrice du monde, qui équipe le monde et lui fournit des cadres de pensée, livre tout à fait neuf par les perspectives d'internationalisme, de vision mondiale explicatrice de l'histoire, mais en 1948 il ne parle pas et ne peut parler de décolonisation. Le mot impérialisme perçu comme une explication se retrouve aussi dans le manuel de première de Hachette de 1962 pour caractériser la colonisation européenne. Une doctrine impérialiste se constitua fondée sur des arguments d'ordre stratégique, économique, politique et moral. Deuxième point. Pour parler de la colonisation, il n'y a pas que l'histoire. La géographie en parle peut-être plus. C'est une part importante de la géographie de troisième et de première, toutes 2 classes à examen, plus le cours moyenne au primaire pour le certificat d'études, ce qui renforce son importance jusqu'en 1963 où les chapitres sont précédés de quelques pages de la colonisation à la décolonisation, et après 1965 et 1968 on se réjouira de ne plus avoir à traiter la géographie de L'. Empire français pour alléger les programmes et montrer les jeunes nations aux prises avec les problèmes du tiers-monde. Des années 30 aux années 45, la géographie des colonies occupe entre 1/3 et 1/5 des manuels de géographie. Le manuel de 3e s'intitule « La France métropolitaine et d'outre-mer », celui de première « La France et ses colonies ». Une géographie physique très développée, et par rapport à cette géographie celle d'aujourd'hui sur l'Afrique, une géographie de description des sociétés, des activités des hommes dans leur très grande diversité, les progrès économiques en marche vers les mondes techniques développés sans oublier des descriptions des problèmes de juxtaposition de niveaux économiques. Dans le manuel Magnard de 3e, on peut lire « La France assure aux populations indigènes la paix, l'ordre, la sécurité, la justice, l'instruction, l'hygiène, les soins médicaux. Elle leur fournit des capitaux, un cadre de fonctionnaires, d'ingénieurs, de colons, un outillage perfectionné, leur construit des routes, des voies ferrées, aménage les ports. Elle augmente leur richesse et leur bien-être. » En Afrique du Nord, peut-on y lire « La France a repris l'œuvre civilisatrice de Carthage et de Rome. » Ce qui a changé de 1940 à 1945, ce sont les titres des manuels qui évoluent en fonction de la situation politique. La France et ses colonies est devenue « Géographie de l'Union française ». Un temps bref de l'édition « Géographie de la communauté française », avant qu'il ne reste après 65 à 70 que les départements et territoires d'outre-mer. Dans le Nathan de 3e de 1956, l'Union française, la France des apostrophes outre-mer fait toute la 3e partie, 80 pages sur 320. Dans le livre de première du même éditeur paru en 1959, les territoires d'outre-mer de la communauté française constituent même la 2e partie, 140 pages sur 500. En 1963 le Prévost, Belin, a changé son titre de la 3e partie de la colonisation à l'indépendance, 100 pages sur 475 avec 2 pages, de l'empire colonial à la décolonisation. En 1964 les indépendances sont prises en compte. Le manuel Prévost qui applique la modification du programme est divisé en 3 parties. 1. La France régionale. 2. Les départements et territoires d'outre-mer. 3. Les pays africains et malgaches et d'expression française. Troisième point.
Il est évident que tous les manuels ne présentent pas l'ensemble de la colonisation comme idyllique. Ainsi, dès 1912, le manuel Malé-Isaac de l'enseignement primaire supérieur souligne que dans les colonies françaises comme dans les colonies anglaises, la question indigène soulève de graves difficultés. À ce point de vue, la politique française n'a donné de résultats satisfaisants que dans les colonies comme le Soudan, où la masse de la population se compose de nègres sauvages sikhs. La plupart ont accepté facilement la domination française qui, malgré quelques abus commis par des agents coloniaux ou par des colons, s'est montrée généralement bienfaisante et les a débarrassés du fléau des chasseurs d'esclaves. Par contre, les peuples plus civilisés de l'Indochine et de l'Afrique du Nord sont aussi beaucoup plus réfractaires à la colonisation. Dans ces pays, toute politique de fusion ou d'assimilation paraît chimérique. Pour désarmer l'hostilité des indigènes, ils parlent d'éviter toute brutalité, d'alléger les impôts qui pèsent sur la population, de respecter les croyances et les traditions. Dans le manuel Attier paru en 1945, Lucien Genet conclut le chapitre sur l'expansion coloniale. La question économique domine la question coloniale. Nos colonies cantonnées dans la zone tropicale sont favorables à l'exploitation et non au peuplement. C'est donc leur rendement qui importe d'abord. L'État colonisateur songe à tirer bénéfice des capitaux investis. On colonise pour le profit qu'on en attend. Et en 1946, le même auteur complète son manuel par un précis d'histoire contemporaine, 1919 à 1939. Il écrit : non seulement l'indigène doit sentir que nous ne méprisons pas sa civilisation d'ailleurs souvent très riche, mais il doit être traité sur le strict pied d'égalité. Et il remarque à propos de l'attitude de l'Angleterre et de la France devant les problèmes coloniaux : les démocraties qui, face aux dictatures, représentent la liberté et la fraternité, ont quelquefois oublié cet idéal devant leurs colonies. Quelquefois, et certes un euphémisme, mais c'est écrit en 1946. Il faut mentionner le caractère novateur du programme d'histoire en 1959 appliqué en classe terminale en 1962 aux civilisations du monde contemporain, qui abordait la civilisation occidentale, l'Amérique anglo-saxonne, le monde communiste européen, le monde musulman, l'islam contemporain, les civilisations du monde indo-pacifique, du monde africain noir et aussi son ampleur puisqu'il subsistait la partie chronologique de 1914 à 1945. Il se révéla passionnant à faire, mais très difficile à couvrir et fut finalement abandonné. Dans la même veine, il faudrait étudier aussi d'autres disciplines enseignées comme le français ou les mathématiques, et voir quelle fut leur évolution. Dans les années 50, on peut noter des changements dans la conception des manuels. Les livres de calcul utilisés jusqu'à ce jour en Afrique sont établis pour des écoliers de France, écrivent les auteurs J. Auriol et M. Séguier. Cela oblige les maîtres à modifier les leçons et à composer des problèmes adaptés à la vie de leurs élèves, vie totalement différente de celle que mènent les enfants de la métropole. Les illustrations en couleur concernent la vie africaine de tous les jours. Les problèmes partent des situations locales. 2. Les années 70 à 90, la colonisation se fait discrète. 3 aspects sont à souligner. Premier aspect, la colonisation est enseignée en collège et au lycée mais elle se fait discrète. La première colonisation a quasi disparu des programmes des lycées. Les grandes découvertes et la conquête de l'Amérique latine, le commerce triangulaire, l'économie de traite, les dénonciations de Bartolomé Lacasa, la colonisation des Indes et les rivalités franco-anglaises, les combats de la Société des Amis des Noirs créée en 1788 de l'abbé Grégoire, de Mirabeau, de Condorcet, l'abolition de l'esclavage sous la Convention en 1794, la révolte de Toussaint Louverture, le rétablissement de l'esclavage sous Bonaparte en 1804, son abolition en 1848 sous la Seconde République sont abordés peu ou prou en 5e et 4e. Second aspect, jusque dans les années 80 le programme de première portait sur les années 1848 à 1914. Le manuel Borda de première comprenait un chapitre sur les empires coloniaux. Il évoquait l'apparition d'un parti colonial, dans les années 1890, qui organisait la propagande pour combattre l'anticolonialisme d'une grande partie de l'opinion. Il faisait état des résistances nationalistes en Asie, en Afrique, à Madagascar, en Afrique du Nord.
Il était illustré de textes dont certains témoignaient de la résistance à la colonisation dans l'Indochine française, et concluait la partie sur les colonies françaises. Déjà à la fin du XIXe siècle, on commence en France à évoquer la France et ses colonies. L'opinion, jadis hostile, s'est dans sa majorité ralliée à l'idée coloniale. Dans les années 70 à 90, le programme de seconde s'étendait jusqu'aux années 1880. Le manuel Nathan comporte un chapitre sur l'Europe à la conquête du monde, l'expansion coloniale et les rapports de l'Afrique et de l'Asie face à l'Europe. Il présente rapidement les grandes civilisations en Afrique, en Inde, en Chine, avec l'islam et le choc qu'elles ont subi avec la conquête européenne. Le programme de première a glissé des années 1848 à 1914 aux années 1880 à 1945. Dans le manuel de la Grave de 1982, le premier chapitre s'intitule « Le monde au début du XXe siècle ». 4 pages sur les anciens et les nouveaux empires dont un paragraphe de 23 lignes sur les 2 empires, l'anglais et le français, illustré par une carte sur l'Afrique colonisée, une photo sur l'alphabétisation en Afrique noire française en 1906 et un texte de L'. Historien Joseph Kizerbo sur les résistances à la colonisation européenne à travers toute l'Afrique noire au début du XXe siècle. Le chapitre sur la France de 1918 à 1939 compte 3 pages sur la France et son empire qui aborde les nationalismes naissants. Le manuel Hachette de 1994 commence par la naissance du XXe siècle, avec un chapitre sur l'Europe dominatrice, une première partie intitulée « L'impérialisme européen », 21 lignes de leçons sur l'impérialisme colonial illustrées par une page de document, une double page constituée d'une carte des grands empires coloniaux et une reproduction pleine page de Savorgnan de Brazza au Congo en 1905. Le processus de colonisation a disparu, mais on présente son résultat. Troisième aspect, qui est une constante, je voudrais rappeler ici le rôle du professeur qui exerce son métier avec une grande liberté pédagogique. Le manuel ne remplace en rien le cours. C'est un outil qui est perfectible, qui peut être complété quand il présente des lacunes. Le maître donne une cohérence à l'étude de telle ou telle période utilisant à bon escient les documents du livre. La profusion de documents sans mise en relation donne une idée éclatée de la réalité historique. En terminale, dans le cadre du cours de la décolonisation, je consacre une grande partie aux causes profondes de ce mouvement. Je rappelle lors du cours sur la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale la participation des troupes coloniales, des tirailleurs d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Je cite l'exemple de Ben Bella, sous-officier dans l'armée du général Juin, blessé lors de la bataille du Monte Cassino, ne trouvant pas de reconnaissance lors de son retour en Algérie en 1945 et devenant nationaliste. En présentant le portrait de Jean Moulin, je raconte aussi son arrestation à Chartres et sa tentative de suicide en juin 1940 pour avoir refusé de signer un papier infamant mettant en cause des soldats noirs. Outre le cours, les documents du manuel, l'utilisation de films permettent d'illustrer la période coloniale, par exemple, le boycottage des produits textiles anglais et la marche du sel organisée par Gandhi. Les films de Marc Ferraud chez Hachette présentent l'Algérie avant l'insurrection, les conquêtes coloniales. Les films du CNDP offrent aussi des aperçus sur la colonisation avant l'explosion des nationalismes, et sur le processus d'indépendance par des extraits d'archives, des témoignages et des analyses d'historiens. Les expositions et leurs catalogues sont aussi une source précieuse comme Images et colonies présentées en 1993 au Musée d'Histoire Contemporaine BDIC à l'Hôtel National des Invalides, et celle de la CHAC L'Appel à l'Afrique en 1996-1997 en Afrique et en France en 1998. À l'historial de la Grande Guerre de Péronne, l'exposition Mémoire d'Outre-mer a rendu hommage aux 600 000 coloniaux du Maghreb, d'Afrique noire, de Madagascar, d'Indochine et des plus petits territoires de l'Empire français mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. 3. Les années 2000, un autre regard sur la colonisation. 3 éléments sont à considérer. D'abord, si la première colonisation figure en classe de 5e, elle n'est pratiquement pas abordée en lycée. La traite et l'esclavage apparaissent dans les plus récents manuels d'histoire en classe de seconde à propos de l'abolition de l'esclavage sous forme d'une double page. L'étude de la traite et de l'esclavage et de son abolition est un devoir d'histoire et de mémoire.
Le module permet d'étudier l'ampleur de la traite sous forme cartographique et la chaîne des abolitions, à travers une chronologie depuis le Code noir de 1685 jusqu'à l'interdiction de l'esclavage en Mauritanie en 1980. Le rôle de Victor Schulcher, député de la Martinique et de la Guadeloupe dans la préparation du décret d'abolition de février 1848 est souligné à juste titre. Le tableau de François-Auguste Biard illustre très souvent la libération des esclaves. La loi du 10 mai 2001 reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité, et demande que la recherche et les programmes scolaires leur accordent la place conséquente qu'ils méritent. Le ministère vient de recommander dans la perspective d'une journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, de consacrer des activités sur ce thème. Le 27 avril, qui célèbre la libération des esclaves en 1848, est jour férié en Martinique. Si les manuels des dom-toms prennent en compte la question, des progrès sont à faire dans le contenu des programmes, des manuels de collège comme de lycée de la métropole. Des instruments de travail utiles à l'enseignant comme le dossier de la documentation photographique sur les traites négrières, existent aussi. Second élément, si en quatrième le programme de 1998 laisse une place au partage du monde au XIXe siècle, la nouvelle réforme des programmes de 2002 réintroduit l'étude de la colonisation au lycée. Elle est inscrite dans les filières E et L de première. La décolonisation est étudiée en terminale. Dans la filière S, le nouveau programme est original. L'étude de la colonisation a été placée en terminale, associée à l'étude de la décolonisation. Le temps imparti est de 8 heures de cours. Les concepteurs du programme ont, d'une manière intelligente à notre avis, créé un bloc diachronique associant colonisation, décolonisation et étude du tiers-monde indépendant. Dans le livre Bréal de Gaillard-Winter, ce bloc qui constitue l'une des 3 parties du programme occupe 21% de l'espace. C'est très développé, précis sur l'exploitation économique, le problème du statut juridique des colonisés, les paradoxes de la colonisation. Si l'on regarde le manuel Borda pour les terminales LESS, la leçon étudie les causes de l'expansion coloniale, démographique, économique, idéologique, civiliser les peuples tenus pour sauvages, stratégique, puis la constitution des empires coloniaux, les rivalités des grandes puissances européennes à propos du partage du monde, Fachoda. La gouvernance des empires coloniaux est ensuite analysée. L'administration des territoires, le modèle britannique, les ambiguïtés de l'Empire français hésitant entre l'assimilation ou le protectorat, la mise en valeur et l'exploitation économique, la construction d'infrastructures, écoles, hôpitaux, routes, chemins de fer, ports, ponts, le réservoir de main-d'œuvre, le recours au travail forcé en Afrique subsaharienne, le débat entre civilisation et acculturation. Ensuite, les résistances à l'ordre colonial sont traitées. Le manuel Nathan dirigé par Jacques Marseille y consacre 2 pages. La contestation se manifeste par l'anticolonialisme européen et les résistances locales, l'éveil des mouvements nationalistes en Asie, le rôle du Mahatma Gandhi, les révoltes au Vietnam dans les années 30, la création du parti. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.